Amis des livres, amis des mots, amis de la librairie Rengart, bonjour. Et bonjour et bienvenue à cette première édition d'une série de vidéos que nous avons entrepris qui s'appelle les rendez-vous du lundi. Alors pourquoi le rendez-vous du lundi? Parce que le lundi, votre librairie préférée est fermée, mais elle est quand même vivante. Et nous profitons de ces moments pour vous proposer de retrouver nos invités. Et aujourd'hui, nous commençons avec notre premier invité. C'est Jean-Marc Collet, directeur des éditions Vibration. Bonjour Dominique, merci. Les éditions Vibration ont été créées à Strasbourg en juillet 2017, bien ça. Si je ne me trompe pas, et donc ont déjà entrepris depuis cette année le 5e programme de parution pour un catalogue qui ne cesse de s'enrichir avec des livres, je dois dire, de belle facture et de belle qualité. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout ça s'est construit, comment cette édition a vu le jour et comment ce catalogue se développe? Alors oui, alors peut-être que je ne vais pas y répondre dans cet ordre-là. Tout d'abord pour souligner le fait qu'on a bien construit notre catalogue. Il y a effectivement déjà 33 titres dans les différentes collections que tu connais, Dominique. Il s'agit de la collection Surfiction qu'on a créée l'année dernière, oui, qui est plutôt orientée sur le fantastique et le heroic fantasy, toutes ces choses-là. La collection policier, la collection histoire, la collection roman contemporain, notamment avec les amants parallèles que tu as proposé pour le prix de... Pour le Strasbourg en amour, pour le cépage d'amour. Voilà, qui est un très beau roman que tu avais beaucoup apprécié en le lisant. On a aussi une collection de poésie. Qui est peut-être chronologiquement les premiers. Et bien voilà, oui, c'est là où on arrivera effectivement. C'est-à-dire que la collection poésie se subdivise en deux thématiques. Une collection de poésie contemporaine, avec des poètes de toute la France, et une collection de poésie français-russe, bilingue, dans laquelle pour l'instant nous avons des auteurs de l'âge d'argent, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle à la guerre civile russe, le début du 20e siècle et les années 20 de l'ère soviétique, début de l'ère soviétique. Et enfin on a aussi une collection de théâtre, elle-même subdivisée en deux parties, là encore, du théâtre bilingue français-russe, et du théâtre contemporain dont tu en connais particulièrement un texte que tu avais beaucoup apprécié, c'était Équin par la Belle, et que nous avons eu le plaisir de faire lire ici il y a maintenant 2 ans. Effectivement, Équin par la Belle, c'est le titre, ça a été joué grâce à nos voisins et amis de la Maïf, et il y a peut-être une captation d'image qu'on pourra retrouver quelque part aussi, qui est un texte assez... comment dirais-je, poignant et étonnant. Alors, mais, je poursuis sur l'idée de la fondation de ce que c'était ta première question. À ça. Et du coup, j'avais pris la thématique à l'envers. Donc, il y a un certain nombre d'années, je commençais à être un peu désireux de changer de vie, d'exercer un nouveau métier. Et donc, avec une amie avec qui on partageait nos lectures et beaucoup de livres, on s'est dit qu'on allait créer une maison d'édition parce qu'on était passionné par cet aspect du livre. Pas seulement de les lire, mais aussi de les façonner. Et alors, une belle collaboration a débuté avec Patricia. Et aujourd'hui, voilà, effectivement, on fait un travail, je crois, assez soigné, élégant et sobre à la fois. On utilise pour nos couvertures un papier italien de la maison Federigoni. On utilise pour le papier intérieur un papier Clairefontaine. Tout ceci pour dire que c'est du travail de qualité, c'est ce qui est important de le souligner pour les lecteurs. Et la sobriété fait écho à un choix extrêmement soucieux de qualité justement dans le texte, puisqu'on prend le temps, 1 an et demi avant, 1 an avant, de choisir un texte, de le travailler avec l'auteur et de proposer ces magnifiques romans ou traductions à nos lecteurs. Très bien, mais pour finir sur l'aspect livre-objet, je voudrais quand même souligner l'introduction des marque-pages, oui, que je peux montrer à la caméra par exemple, c'est vrai, j'en ai pas parlé, oui, qui sont chaque fois agrémentés en fait, de façon très différente pour chaque titre. Chaque livre dispose d'un marque-page différent, d'un artiste différent.
qui vient habiller le rabat de couverture. Alors en fait, la sobriété extérieure est d'une certaine manière contrebalancée par ce petit outil qui aide à la lecture et qui évite de froisser les pages quand on s'endort le soir en lisant, et on met son petit marque-page à la bonne page. Voilà, donc c'est tout un travail voilà, élaboré, sachant qu'il faut essayer de trouver des artistes qui veuillent bien sûr nous suivre, mais trouver une toile ou un objet d'illustration qui corresponde tout de même à la thématique de notre livre. Oui, et on peut compléter cette explication par les fonds des couvertures. Certains fonds de couverture regroupent une carte, regroupent quelque chose qui se rapporte au contenu et au texte. Typiquement pour les romans d'histoire, on a tendance à mettre des couvertures un tout petit peu habillées, toujours légers, il n'y a pas de couleur en évidence. Mais voilà, le blason de Marie Lesinska qui vient s'afficher sur l'ensemble, sur l'intégralité de la couverture, ou bien la carte de Vienne et de Wagram sur ce roman historique qui se passe sous le Premier Empire. Tout à fait. Et la polonaise, c'est la dernière parution, me semble-t-il. La polonaise, c'est la dernière parution dans la version, dans la collection historique. Donc ça nous raconte comment Marie Lesinska a été découverte par la marquise de Prie, qui souhaitait garder son influence à la cour de Versailles, et donc elle a trouvé une jeune fille qui pouvait répondre au goût de Louis XV, mais surtout ne pas lui faire de l'ombre et ne pas la chasser de Versailles le jour où elle deviendrait la reine. Et elle a bien réussi son affaire jusqu'à ce que Louis XV chasse son Premier ministre et l'amante de ce Premier ministre avec donc la marquise de Prie. Il faut dire qu'on a une proximité avec la Lorraine, avec Nancy évidemment, puisque la Pologne était très présente, oui. Mais aussi avec le nord de l'Alsace, puisque... Oui, puisque là c'est carrément un épisode qui se passe à Wissembourg. On ne sait pas forcément, mais dans un premier temps, le roi de Pologne déchu, Stanislas Lesinski, va être accueilli à Zweibrücken, et ensuite il va devoir quitter parce que son alliance s'effondrer, il va venir à Wissembourg où le roi de France va l'accueillir. Mais évidemment, le royaume de France n'accueillait pas les gens comme ça sans arrière-pensée. Et l'idée, c'était de couper sous le pied de l'Autriche la possibilité de récupérer le duché de Lorraine plus tard, dans le jeu matrimonial, en fait, des alliances, des lignages. Et en fait, une fois que le roi Stanislas mourra, le duché tombera comme un fruit mûr dans le royaume de France. Voilà, donc c'était vraiment une anticipation politique. Mais en fait, c'est toujours passionnant. En fait, ce que j'aime dans les livres qu'on fait, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est un peu un côté qui me marque. C'est que moi, je veux apprendre des choses quand je lis, et donc j'essaie de faire en sorte que nos lecteurs aient lu un beau livre, certes, mais aussi qu'ils en retiennent quelque chose, qu'ils en retirent quelque chose, et que voilà, qu'on soit un peu plus fort. Il est vrai, on s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans la géographie, du coup. Bien sûr. Une autre caractéristique un petit peu des éditions Vibration, c'est cette proximité avec la Russie, avec la langue, avec des personnes d'origine russe. Toi-même, tu pratiques cette langue, me semble-t-il. Moi, j'aime beaucoup le russe puisque je l'ai appris comme seconde langue. Voilà. Oui, c'est ça. Et nous avons fait ensemble une soirée autour de Pouchkine l'année dernière, lors d'une animation que j'avais appelée Fenêtre sur la Russie, qui était On avait magnifique. fait une semaine, en fait, plusieurs rencontres. Mais tous les soirs, il y avait autre chose. Et il y avait notamment une soirée avec Gérard Cardone. Oui, puisqu'il présentait, et on présentait son Il est mort, le poète. Voilà, qui est magnifique. Un très beau texte. On avait eu aussi Maria Baliasova qui était venue parler et lire avec moi du Lermontov. Oui. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer sur cette veine de présentation de la Russie par le truchement de la littérature. J'aime beaucoup la Russie, c'est une histoire assez fantastique qui commence au 8e, 9e siècle et qui, de la région qui est Vienne, va aller s'installer en Moscovie. Tout ça c'est passionnant, et puis la littérature est très riche. Moi-même j'ai la chance de collaborer avec Valentina Shepiga, qui est notre traductrice de Severianine par exemple. Elle m'apporte beaucoup, elle me fait découvrir des auteurs que je ne connaissais pas, parce que je suis comme beaucoup de Français, j'ai une culture un peu limitée tout de même en littérature russe, et donc en fait j'étoffe aussi mes propres connaissances.
Alors il est vrai que les Russes, on les a un petit peu oubliés. Même les grands noms, on voit bien en librairie que ça sort nettement moins. On a oublié Tchekhov, on a oublié le théâtre, on a oublié tout ça, ou même... Voilà, et c'est bien de ressortir, de remettre un coup de projecteur sur ces auteurs. Je dois avouer que Lermontov, moi je connaissais le nom, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. Et souvent on connaît son roman, en fait, un héros de notre temps, mais on ne connaît pas forcément sa poésie, La poésie, et inversement. ou le théâtre. Alors je m'aperçois qu'on n'a pas sorti la Phèdre de Marina Tsvetaeva qui est restée dans mon sac, mais on a l'année dernière publié cette nouvelle traduction de cette Phèdre, et dans une traduction de Florian Gouthèvre. Cette Phèdre avait cette particularité qu'elle est une des rares tragédies que Marina Tsvetaeva avait écrites. Et pour ce texte, notre traducteur a été dans les 3 sélectionnés du prix de la SGDL de 2020 pour la traduction. Donc on est assez fiers de ces résultats. On peut être fier, tout à fait. Alors un dernier aspect de cette démarche littéraire des éditions Vibration et de Jean-Marc Collet, c'est que tu es toi-même auteur, Jean-Marc. Ah oui, j'écris. Poète à tes heures perdues. Alors j'en ai pas beaucoup d'heures perdues en ce moment. Oui, peut-être. Mais alors le poète est-il inspiré par cette situation bizarre que nous vivons? Alors étonnamment, j'ai plutôt travaillé sur des manuscrits de romans ces derniers temps, puisque j'avais quelques textes dans des tiroirs, mais j'ai moins écrit de poésie, même si j'ai un projet avec Germain Reuss dans quelques temps. J'ai peu écrit parce que la situation n'était quand même pas tout à fait enthousiasmante, et je dois avouer que moi le confinement ne m'a pas donné envie d'écrire plus que ça. Alors on entend effectivement des sons très différents qui s'opposent auprès des créateurs, aussi bien les chanteurs, les écrivains, des gens qui sont inspirés par la crise et d'autres qui sont un petit peu abattus. Ouais. Je comprends tout à fait. Moi j'aime bien les grands espaces, hein. La preuve Voilà. en est dans nos On est textes. tout à fait dans ce genre de choses. Et le roman historique aussi raconte des épopées, un peu Oui. à la Kessel aussi, hein, encore un auteur d'origine russe, mais c'est des choses qu'on aime. Mais donc je voudrais quand même un petit peu chatouiller le poète, et puis peut-être pourrais-tu nous lire un de tes textes, Jean-Marc, Alors, voire deux. Oui, alors justement, j'avais publié, c'est en fait le texte fondateur, c'est le texte fondateur, Contraction, premier texte que nous avons publié chez Vibration, et je vais vous en lire un texte. J'ai publié ensuite... Dans la déchirure de mes médicaments, voilà, dans la déchirure de mes médicaments, j'en lirai un texte tout à l'heure qui est plutôt sur un hommage, peut-être un hommage à des poètes que j'aime beaucoup. Alors, je me lance. Le titre de ce poème que je vais vous lire s'intitule Clairvoie. Les mots qui me forgent s'enracinent, stimulés, dans mon âme conciliante. Des fascines les soutiennent. Mon âme s'inscrit dans une lointaine forêt, plus vaste de généalogies, réelles et mythiques, où le biologique seul n'a pas sa part. Les mots qui me viennent s'enracinent, effrayés, puisent à ses sources, évanescentes, mutinent, comme les feuilles du saule se nourrissent des éclats de verre du soleil qui se baignent hautain dans la rivière riveraine. Des forêts, humides de vie, noires familles réunies. Les mots que je prononce, que j'assène, combatifs, comme le marteau de Friedrich, ne résonnent pas en creux. Ils ne sont pas le fruit d'un arbre mort, sec et lugubrement sonore. Non, hélas, ils tonnent les lamelles de vie superposées que j'ai vécues hier, avant de naître, dans le sang de mes ancêtres. Ils sont perfusés, goutte à flot, alimentés par la cascade de phrases lues, trop pleins de vices, entendues, prononcées, par mes contemporains, par les autres encore, qui nous disent notre être. Ils luisent des couleurs de peau, qui façonnent mes frères. Ils déploient leurs ailes d'ange pour faire fondre l'hiver, abattre les mensonges divers et les propos de haine, sirène, que j'entends en un claquement de bottes rigides qui approchent. Les mots que j'aime rayonnent comme les branches des arbres, percées par la lumière éblouissante du soleil au zénith, ces branches.
joyeuses et chantantes, qui font entendre à qui écoute patiemment une musique de cymbales, quand les feuilles se détachent et viennent se poser chastement sur le sol. Ces mots que je révère sont à l'image de cet écureuil roux qui court, insouciant, vers moi, vers nous, sans le savoir, confiant, le long de cette piste bordée d'arbres, sans fruits, gardien, jaloux et fier du canal. Cet écureuil surpris par ma stature ici, pétrifié à mes pieds, me crie à cet instant son angoisse. Mes mots sont cette peur. Mes mots dégorgent, tremblent, rugissent de cette peur, d'animal innocent, sans issue au monde, terrifiant qu'il étreint. Les mots jaloux du mari, en fureur, en passion, pluie d'applaudissements de son abject orgueil, aveuglé par une bêtise universelle et sans borne, une seconde sans femme nue. Mortifère oppression. Mes mots dégoulinent de colère. Mes mots sont cautèles et cautères, ils sont honte à eux, mon monde, dont jamais on ne s'extrait, dont jamais ne se repaît. Jaillissement de racines, fécondes ou stériles. Je suis un arbre dans une forêt, silencieuse, qui crie, sans voix. Sa crainte émasque sa chaleur derrière d'humides volutes. Mes mots disent encore, le soleil, oui encore, qui nous caresse. Ils disent l'Orient. Nous sommes aveugles, nous ne savons pas vivre sans décimer ces forêts d'êtres en couleur. Mes mots, sans racines, dans mon âme, comme les ramures du baobab dans le ciel. Sans outrage du vent, sans préjudice du temps, ils nous invitent à nous retourner sur nous-mêmes, à scruter les traces des pas pesants et noirâtres laissés sur le sol, cette peau des êtres qui nous aiment, mais que l'on ne voit pas. Mes mots, sang, racines, dans mon âme, disent le piétinement, l'avilissement, le gaspillage de vie tant volée aux autres et à nous-mêmes. Eh bien merci Jean-Marc. Il y a un temps de silence après avoir entendu ça, mais je pense que cet arbre que tu es, ou que tu décris, ou qui est révélé dans cette poésie, bah, c'est tout simplement les éditions Vibration. Oui, c'est ça. Hein, qui se nourrit des mots, qui se nourrit des événements, qui se nourrit des hommes, et qui nous offre ses fleurs et ses feuilles. Très bien. Et tu voulais nous lire un deuxième texte, peut-être plus court. Hein. Beaucoup plus court, oui, je sais que pareil, il faut te dire. Alors, j'ai un texte qui est un petit hommage à... Ouais, voilà. À Mandelstam. Donc Mandelstam, poète russe, juif russe, qui a fini ses jours au goulag. Comme tant d'autres. Comme beaucoup d'autres, oui. À Mandelstam. Cette bouteille à la mer, comme un baiser suspendu, aux lèvres des femmes insensées, d'aimer le poète de Voronej, le réprouvé au pas de 6, de 9, au pas de 12, il a frié, un sentier dans le temps sur l'invitation de Tamerlan, et le tintement des chaînes aux pieds. Étouffe, les râles des portes, des geôles d'une patrie, aux larmes de sang pesant. Le poème mystérieux du trouveur de fer, à cheval rougeoyant, à pied trop souvent, dans la neige, dans les bois, dans les faisceaux des rues clandestines, et d'une giboulie assassine, de Yejov le porte-flingue, et les mains cristallines du camarade de Staline. N'eût pas l'aval d'un soleil aux flèches infâmes, heurte le cœur d'un poète en éveil, trop lucide, aussi Mandelstam. Merci. Alors là, nous sommes dans un autre registre des éditions Vibration. Voilà, oui. L'histoire, la Russie qu'on le qualifie toujours d'éternelle, malgré oui. l'épisode soviétique. La Sainte Russie éternelle. Et la Russie des goulags, malheureusement aussi. Oui. La Russie qu'on retrouve chez plein d'auteurs, que personnellement j'admire aussi, comme Makin par exemple. Oui. Ça m'a fait obligatoirement penser à lui. Bah, tant mieux. Avec Ça une fait belle plaisir. écriture. Merci beaucoup Jean-Marc, merci pour ce Merci cadeau. Dominique. Merci pour, Merci pour cette cette invitation. présentation, mais c'est tout à fait naturel. Merci pour ces lectures.
Et je dirais merci à ceux qui vont nous entendre et nous regarder. Et je leur donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous du lundi, je pense, dans 2 semaines. Merci et bonne journée à tous. Merci.